Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle nous allons parler des pouvoirs du gouvernement, un thème important du cours de droit constitutionnel du deuxième semestre de la première année de droit. Alors en ce qui concerne les pouvoirs, les différents pouvoirs du gouvernement, il faut distinguer entre d'une part les pouvoirs qui appartiennent au gouvernement dans son ensemble, et d'autre part, les pouvoirs qui appartiennent spécifiquement au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, puisqu'effectivement, certains pouvoirs appartiennent de manière spécifique au Premier ministre. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble quels sont les pouvoirs qui appartiennent au gouvernement dans son ensemble. Quels sont les pouvoirs collectifs du gouvernement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, en vertu de l'article 20 alinéa 1er de la Constitution. Même si, dans les faits, lorsque le président a la majorité parlementaire, eh bien, c'est principalement le président qui détermine la politique de la nation. Ensuite, deuxième point, le gouvernement, il dispose de l'administration, en vertu de l'article 20 alinéa 2 de la Constitution. Et donc ainsi, l'administration, elle est subordonnée au gouvernement. Le gouvernement, il dispose aussi de la force armée, toujours en vertu de cet article 20, alinéa 2 de la Constitution. Et donc, le gouvernement, il décide, sous l'autorité du président de la République, de l'emploi de la force armée. Également, très important, le gouvernement a d'importants pouvoirs en matière législative. Il peut, à différents égards, intervenir dans la procédure législative. D'abord, il a la maîtrise de l'ordre du jour des chambres 2 semaines sur 4. Donc il a la maîtrise de l'ordre du jour des chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, 2 semaines sur 4, en application de l'article 48 de la Constitution. Donc ça, c'est vraiment une prérogative fondamentale qui permet au gouvernement de maîtriser l'agenda parlementaire, c'est-à-dire d'avoir assez largement la main sur les textes qui seront examinés et qui pourront donc être potentiellement adoptés. Également, le gouvernement, en matière législative, il a le droit de déposer des amendements. Ça, c'est l'article 44, alinéa 1er de la Constitution. Et puis enfin, le gouvernement a la possibilité de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur un texte, faute d'accord entre les deux chambres sur un texte identique. Donc lorsque les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour adopter un texte identique, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Autre point, c'est que le gouvernement, il peut, entre guillemets, légiférer par ordonnance, c'est-à-dire, après autorisation du Parlement, il peut prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, et ce en application de l'article 38 de la Constitution. Donc le gouvernement, il peut intervenir dans le domaine de compétence du Parlement afin de, entre guillemets, faire la loi en lieu et place du Parlement. Et ça permet d'éviter de passer par la procédure législative ordinaire avec l'examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, la navette parlementaire, etc., etc. Et puis enfin, le gouvernement, il dispose de pouvoirs particuliers en cas de crise. D'abord, il peut proclamer ce qu'on appelle l'état de siège en cas de péril imminent. C'est-à-dire concrètement, une invasion étrangère ou encore une insurrection armée. Et donc, dans l'état de siège, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les pouvoirs de police vont être exercés par les autorités militaires. Également, en matière de pouvoir en cas de crise, le gouvernement, il peut aussi recourir à l'état d'urgence. Recourir à l'état d'urgence, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant le caractère de calamité publique. Et donc, ce qui se passe dans l'état d'urgence, c'est que le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent notamment
interdire les manifestations, interdire certaines réunions publiques, ou bien encore par exemple procéder à des perquisitions administratives. Ils ont donc des pouvoirs étendus. Et à savoir que l'état d'urgence a été décrété à plusieurs reprises depuis sa création, par exemple en Algérie, pendant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, également pendant les émeutes dans les banlieues en 2005, également après les attentats de novembre 2015, donc il avait été décrété de 2015 à 2017, et puis aussi plus récemment en Nouvelle-Calédonie en mai 2024. Voilà donc pour les pouvoirs collectifs du gouvernement, les pouvoirs qui appartiennent au gouvernement dans son ensemble. On va maintenant s'intéresser aux pouvoirs qui appartiennent spécifiquement au Premier ministre, qui est donc le chef du gouvernement. Mais juste avant, une petite parenthèse, mesdames et messieurs, pour vous parler de mon pack de fiches de révision en droit constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches de révision? Eh bien, c'est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Donc si jamais vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel, également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien je vous recommande fortement de vous procurer ce pack de fiches de révision qui va vraiment vous être très utile, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, parenthèse fermée, on enchaîne tout de suite avec les pouvoirs du Premier ministre. Alors d'abord, premier pouvoir, le Premier ministre, il propose les membres du gouvernement à la nomination du président de la République. Puisqu'effectivement, l'article 8 de la Constitution nous dit que le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Même si, dans la réalité, lorsque le président a la majorité parlementaire, eh bien, le choix des ministres est fortement orienté par le président. Ensuite, autre pouvoir du Premier ministre, c'est que le Premier ministre, il dirige l'action du gouvernement, en vertu de l'article 21, alinéa 1er de la Constitution. Oui, effectivement, le Premier ministre est le chef du gouvernement, et à ce titre, il dirige l'action du gouvernement. Également, le Premier ministre, il dispose du pouvoir réglementaire de droit commun. Et donc, concrètement, il signe les décrets. C'est lui qui est compétent pour signer les décrets, à l'exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, qui doivent être signés par le président de la République, mais tous les autres décrets doivent être signés par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est compétent, et donc c'est le Premier ministre qui a le pouvoir réglementaire de droit commun. Également, le Premier ministre, il contresigne une partie des actes du président, en vertu de l'article 19 de la Constitution. Puisqu'effectivement, on sait que le président dispose d'un certain nombre de pouvoirs propres, qu'il exerce seul, sans la signature du Premier ministre, mais le président dispose également de nombreux pouvoirs qui sont dits partagés, et pour ces pouvoirs partagés, le président a besoin de la signature, a besoin du contreseing du Premier ministre. Et donc, effectivement, le Premier ministre va contresigner une partie des actes du président qui correspondent donc au pouvoir partagé du président de la République. Ensuite, le Premier ministre, il a d'importants pouvoirs en matière législative. D'abord, il dispose de l'initiative législative, qui lui permet de déposer un projet de loi sur le bureau de l'une ou l'autre des chambres. Également, en cas de désaccord entre les deux chambres sur le vote d'un texte, eh bien, il peut convoquer une commission mixte paritaire qui sera chargée de trouver un texte de compromis. Et puis enfin, le Premier ministre, il peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un projet de loi en débat à l'Assemblée nationale, en application du fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution. Donc concrètement, si jamais le Premier ministre il voit que l'adoption d'un texte par le Parlement va être compliquée, eh bien il peut avoir recours à cet article 49, alinéa 3. Et donc, il va engager
la responsabilité de son gouvernement sur le vote de ce texte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le texte va concrètement être adopté sans être soumis au vote. Sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et adoptée par les députés. Et dans un tel cas, le texte sera rejeté et le gouvernement sera renversé. Donc c'est vraiment un pouvoir important du Premier ministre qui lui permet de faire adopter un texte de loi sans vote du Parlement, le risque étant que son gouvernement soit renversé par une motion de censure. Et puis enfin, dernier pouvoir du Premier ministre, c'est que le Premier ministre a la faculté de saisir le Conseil constitutionnel. Et oui, effectivement, le Premier ministre fait partie de ces institutions qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin de lui demander d'apprécier la constitutionnalité d'une loi en instance de promulgation. Ça, c'est l'article 61 de la Constitution. Ou bien, autre possibilité, le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel afin de lui demander d'apprécier la constitutionnalité d'un engagement international en instance de ratification, et ce en vertu de l'article 54 de la Constitution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.